Je suis Jérôme Fourmanoir, j'ai travaillé sur la vie artistique à Boulogne-sur-Mer au XIXe siècle lors de mon master. C'est un travail qui a duré plus d'une année. Et il y a moins d'un an, donc, j'ai décidé de publier ce travail, parce qu'effectivement, ce n'était pas seulement un travail pour moi, mais aussi une façon de participer à l'enrichissement de la ville. Un livre qui aujourd'hui comporte 4 parties, les 4 parties que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc un premier chapitre consacré à une ville en pleine mutation, où je présente la ville, son historique, et également donc, un focus consacré au musée. Commençons tout de suite donc, avec le chapitre premier, donc, un chapitre qui est vraiment consacré au contexte général. Donc bien sûr, j'ai pas fait l'historique de Boulogne-sur-Mer depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. Je suis vraiment consacré au XIXe siècle, et vraiment l'élément à retenir pour le XIXe siècle. Ce qui fait entrer Boulogne dans l'histoire, c'est vraiment la venue de Napoléon Bonaparte à Boulogne-sur-Mer. Donc, il y est venu bien sûr plusieurs fois. C'est là où il y a eu la première remise de la Légion d'honneur en 1804. Donc on a comme ça plusieurs peintures qui nous présentent encore cet événement, où on a justement Napoléon à Boulogne-sur-Mer en train de remettre les premières croix de la Légion d'honneur lors du camp de Boulogne le 16 août 1804. Et bien sûr, une trace qu'on a définitivement à Boulogne-sur-Mer, c'est bien sûr la colonne de la Grande Armée, donc qui commémore toujours encore aujourd'hui à 8000 la venue de Napoléon à Boulogne-sur-Mer. Donc ça, c'est vraiment l'élément historique, l'élément qui va faire entrer la ville dans l'histoire française. Et à côté de ça, on a également tout ce qui est lié au développement du tourisme balnéaire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui on a un peu oublié, mais effectivement Boulogne-sur-Mer était une très grande station balnéaire au XIXe siècle. C'était une ville qui a beaucoup misé sur l'établissement des bains de mer, la pratique des bains. C'est la deuxième ville française après Dieppe à avoir mis en avant justement cette pratique de prendre les bains directement en pleine mer, et plus dans des piscines. Et une fois de plus, ce qui a permis ce développement, c'est bien sûr l'arrivée du chemin de fer, le chemin de fer qui vient de Paris, donc ce chemin de fer qui amène toutes ces populations sur le littoral. Donc on a comme ça encore plusieurs affiches dans les collections des archives de Boulogne-sur-Mer qui nous présentent Boulogne-sur-Mer comme station balnéaire, où on met en avant les différents lieux de la ville, donc que ce soit le casino, l'établissement des bains de mer, ou encore les paquebots pour faire les transmanches, et par la suite le transatlantique. À côté de ça, on a également, donc, en lien avec ces touristes, un développement d'une pratique d'objets souvenirs. On a notamment le sculpteur Eugène Blot qui va produire des petits éléments en terre cuite, des petits souvenirs à l'image des santons en Provence aujourd'hui pour les marchés de Noël. Mais là, c'est le même principe avec des boulonnaises ou des boulonnais. On voit des boulonnaises en tenue typique de l'époque, avec le soleil, le marin en tenue qui débarque le poisson. Donc tous ces produits, on les retrouve encore aujourd'hui donc, au musée de Boulogne-sur-Mer, et encore couramment en salle des ventes. On a des éléments comme ça de cette famille de sculpteurs, donc Eugène Blot et Achille Blot. Boulogne-sur-Mer, donc, qui accueille toutes ces personnes, est aussi riche au niveau culturel au sens large. Je ne l'ai pas évoqué de façon profonde dans le livre, mais bien sûr, il y a tout ce qui est lié à l'activité du théâtre, de la musique. On a des grandes figures importantes. On a les frères Coquelin pour tout ce qui est au niveau du théâtre. On a Alexandre Guimand pour tout ce qui est en lien avec la musique. Donc, toutes ces personnes vont vraiment faire vivre l'activité culturelle à Boulogne-sur-Mer, et essentiellement lorsqu'on a la période qu'on appelle la saison, donc cette période durant laquelle vraiment il y avait beaucoup de choses au niveau touristique à Boulogne-sur-Mer. Un autre point aussi que j'ai mis en avant dans cette introduction, c'est aussi tout le patrimoine architectural qui existe encore à Boulogne-sur-Mer des siècles précédents. On a énormément de bâtiments qui sont encore présents et qui montrent cette richesse. On a notamment le couvent des Annonciades, qui est aujourd'hui donc la bibliothèque. On a le grand séminaire Grand Rue, donc l'ancien musée, l'ancien premier musée de Boulogne-sur-Mer, qui est aujourd'hui une annexe de l'ULCO. Et on a également donc, tous les édifices religieux. On a l'église Saint-Nicolas en Basse-Ville, la construction également de la cathédrale qui va occuper une bonne partie du XIXe siècle, et toutes les églises aussi qui vont se construire quand Boulogne-sur-Mer va s'agrandir, les différents quartiers vont se créer. On a différentes églises qui sont construites, notamment l'église Saint-François de Sales, la chapelle Notre-Dame du 500, l'église Saint-Michel. Donc tous ces différents quartiers de Boulogne-sur-Mer voient la construction de nouvelles églises,
pour notamment accueillir tous les touristes l'été, et également tous les Anglais qui vont s'installer à demeure en France. Au niveau du patrimoine civil et militaire, on a bien sûr encore toute la Haute-Ville. La Haute-Ville est toujours ceint de ses remparts. On a bien sûr toutes les portes, la porte des Dunes, la porte Gaillol, le château qui à l'époque n'est pas encore le musée, c'est encore un bâtiment défensif, mais tout ça c'est encore bien présent dans la Haute-Ville. Le beffroi, donc les constructions beaucoup plus anciennes, et également donc juste à côté l'hôtel de ville, l'hôtel des Sandrouins, l'hôtel de la sous-préfecture, ou bien encore l'établissement des bains. Pour la base ville, donc c'est là où se concentrent beaucoup d'éléments festifs. On a bien sûr le théâtre, donc, qui avait encore son ancienne façade, celle qui est présente aujourd'hui a été modifiée au XXe siècle, mais on avait vraiment encore cet esprit de théâtre construit au XIXe siècle. Et bien sûr, un autre élément que j'avais mis en avant, donc c'est la statuaire publique. Boulogne-sur-Mer a bien sûr beaucoup de grands hommes qui ont fait l'histoire de Boulogne-sur-Mer, et on a plusieurs sculptures donc, qui commémorent ces événements. On a la sculpture en l'honneur d'Henri II, la sculpture en l'honneur d'Édouard Géné, bien sûr de Frédéric Sauvage, donc là aussi une personne très importante à Boulogne-sur-Mer, en lien bien sûr avec l'activité nautique. Auguste Mariette, au pied des remparts, qui justement commémore cette personne qui a participé donc, à toutes ces découvertes en Égypte et qui a par son biais donc, comment dire, qui justifie la présence d'objets égyptiens dans les collections du musée, le monument en l'honneur de Lost, et bien sûr ceux en l'honneur du docteur Duchesne ou des frères Coquelin. Vous voyez un premier chapitre vraiment assez dense où on reprend tous ces éléments. Effectivement, le développement de la vie artistique, elle ne s'inscrit pas dans rien, elle part de toute son histoire, de toute cette richesse, donc la venue de Napoléon qui vraiment met en avant la ville. Et ensuite, c'est tout ce tourisme balnéaire qui se met en place dès le XIXe siècle, avec le développement des chemins de fer, l'établissement des bains, les casinos, etc. Pour scander également mon chapitre, j'y ai placé plusieurs focus. Et le premier focus, j'ai souhaité le consacrer au musée, parce qu'effectivement, le musée participe à cette vie artistique boulonnaise. C'est là aussi où les futurs artistes ou les jeunes apprentis vont voir les collections, vont voir cette richesse. Et au départ, bien sûr, le musée est situé Grand Rue, mais dès son ouverture et dès son cours lors du 19e siècle, il accueille comme ça plusieurs grandes collections, il s'enrichit au fur et à mesure. On a bien sûr la grande collection de vases grecs, qui fait encore aujourd'hui la fierté du musée, donc la collection des vases grecs Pankouk. On a également toute la collection de masques qui proviennent d'Alaska, donc la collection Pinard. Et également un ensemble phare du musée qui a quasiment pas d'équivalent en France, mis à part à Paris, pour ce type de collection. Et ensuite donc, on a donc la collection qui met en avant donc, l'Égypte par le biais de Mariette. Donc, notamment on a cet élément de fresques qui viennent de la ville de Médoune, donc ces fresques montrant des oies, montrant tous ces Égyptiens au travail dans leurs champs. Et on a bien sûr donc, un ensemble de peintures qui se constituent au fur et à mesure. Là, il n'y a pas spécialement de lot qui arrive de façon importante au 19e siècle. C'est vraiment une collection qui se constitue au fur et à mesure, des dépôts de l'État, des acquisitions, des dons ou des legs. Et vraiment, la grosse partie des collections n'arrivera qu'en 1916 avec le legs de Charles Le Beau. Donc on est lors de la Première Guerre mondiale, il faudra attendre encore quelques années pour voir vraiment installer ses œuvres. Mais vraiment donc une grande collection aujourd'hui de peintures, de peintures centrées sur le 19e siècle, sur l'école régionale, mais qui comporte bien sûr aussi des écoles étrangères, notamment italiennes. J'ai mis aussi une œuvre en avant, une œuvre qui est un peu notre Joconde, mais version boulonnaise, donc la ramasseuse d'épaves de tas de grains, qui est connue et reconnue, qu'on trouve encore aujourd'hui sur différentes fresques dans la ville. Et je terminais bien sûr ce focus par ce qui a mis un coup d'arrêt donc, à ce premier musée, la destruction en 1918, lors des bombardements. Une torpille visait l'état-major qui était juste en face. Malheureusement, au lieu de viser l'état-major, elle est tombée sur le musée. Elle a détruit donc, une grande partie des ailes
une grande partie de l'aile consacrée aux peintures. Donc on voit comme ça des images du musée complètement éventré, la toiture éventrée, le premier étage éventré, et on voit justement ces soldats qui viennent après coup essayer de sauver tant que soit peu les collections encore présentes. Et on voit comme ça accrochés au mur donc des tableaux complètement lacérés, sans protection, sans toiture, et vraiment un musée ouvert à tout vent. Donc voilà pour le premier focus.